Dernier débat en ce qui me concerne, Frédéric Denré, et ensuite je vous accompagnerai pour, j'allais dire, la cérémonie de clôture, pour la plénière de clôture. Investir pour le futur, c'est le titre de cette troisième table ronde, de ce troisième atelier en ce qui me concerne. Risques et solutions pour financer la transition. Dans l'imaginaire collectif, la finance et l'environnement, ça fait deux, en fait pas tant que ça, pour accompagner, pour lancer, pour démultiplier la transition énergétique et écologique. Il faut bien des sous, il faut bien un système financier qui s'adapte ou qui s'invente ou qui se réinvente. On va voir ça avec Philippe Zawati. Vous êtes le PDG ou président ? Ni l'un ni l'autre, directeur général. Ah bah le directeur général, voilà, j'avais tout faux, de Mirova. Florian Breton, vous êtes fondateur et même question, président ? Président et directeur général. Il faut parler dans le micro. Président et directeur général. Ah, c'est pas PDG, c'est président et directeur général. PDG. Voilà, de Mimosa avec Mimosa, deux exactement. I. Et Alice Legris de la salle, vous êtes responsable. J'ai essayé de traduire votre titre en anglais. Pas directrice générale, je ne suis pas présidente. Voilà, mais alors, Rien. mais non, responsable des opérations climat. Non, ça c'était avant. Non, c'était maintenant je avant. m'occupe du financement chez AXA Climate. Et ben voilà, gardez le micro. Merci d'avoir fait votre travail de préparation. La chambre, déjà. Ah, elle chambre déjà, mais vous inquiétez pas, j'en ai sous la semelle. Alice Legris de la salle, AXA. Alors je me souviens d'un fameux rapport qui avait été remis par le gouvernement britannique qui estimait, j'ai oublié le nom de son auteur, qui estimait que ne pas faire attention aux questions d'environnement allait grever le PIB mondial de beaucoup. Dasgupta. Pardon ? C'était ? Dasgupta ? Non, c'était quelqu'un d'autre. Enfin bref, et dans la biblio, il y avait essentiellement des assureurs et des réassureurs, finalement, que AXA s'intéresse à la question, au financement de la transition. C'est pas anodin, enfin, ça paraît logique. Oui, c'est le risque. Henri de Castres avait dit en 2015 qu'un monde à 4 degrés n'était pas assurable. Donc on prend notre part de responsabilité. Pas assurable parce que vous êtes capable de dire ce qu'il est ou pas à 4 degrés alors que les scientifiques ont un doute. Alors, mais c'est pas vraiment l'objet de la table ronde, je pense. Mais Oui. juste avant, il y avait une table ronde sur l'adaptation au changement climatique. Et on peut effectivement, via les modèles du GIEC, projeter à un échelon très local les risques sur les business models et se poser la question assez pleine et entière encore aujourd'hui de l'impact financier. Donc de l'assurabilité, qui est une dimension, pas la seule. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez, donc vous, AXA Climate Solutions ? Alors, on fait plusieurs choses. D'abord, on forme les gens à ce sujet de transition environnementale et climatique, parce qu'on a trouvé un gouffre sur le marché. Donc, on a lancé la Climate School qui fait ça. Mais les gens, qui ? Les gens en Et interne en particulier les salariés des grands groupes Parce et qu'il y des avait, fonds d'investissement. parce qu'il y avait un tel manque. Parce qu'on n'a pas trouvé. Une formation en 2 heures de temps, des vidéos très courtes, 5 minutes, avec des scientifiques. C'est un contenu éminemment scientifique. Très interactif et qui permet de former, alors évidemment sans être certifiant, au sujet de la transition environnementale et climatique, pour donner des clés aussi pour agir. Parce que si... c'est fou ce que vous dites, l'information circule partout et pourtant ça manque, c'est vraiment ça, il faut repartir de zéro. Et pourtant, nous, notre constat, c'était dans la discussion qu'on a avec les grands groupes qui sont nos clients, il y avait quand même une ignorance sur l'enjeu de la transition. Le changement climatique, c'est un mot que tout le monde connaît, mais derrière, ce qui s'y cache et les enjeux qui sont complexes étaient quand même assez méconnus. Et la meilleure façon de parler de ces sujets, d'acculturer, c'est finalement de parler de risque, de parler d'argent, de donner une valeur à ce que l'on risque de perdre. Oui, aussi, ça c'est l'échelon, on va dire, plus conseil sur les risques, mais déjà il faut donner les fondamentaux, les concepts fondamentaux de la science en fait. Parler de science. Monsieur Breton, Mimosa, déjà explique-moi pourquoi il y a 2 I. Tout simplement, ça représente un porteur de projet, donc un agriculteur symboliquement, avec un citoyen, justement, puisqu'on assume de dire qu'on recrée du lien entre le monde agricole et la société civile, donc les consommateurs. Un lien qui a été malheureusement distendu, voire rompu depuis 2-3 générations, puisqu'aujourd'hui beaucoup parlent d'agriculture, mais peu connaissent l'agriculture. Et donc on assume à travers ces 2 I de recréer ce petit lien de solidarité et de projet commun sociétal autour du monde agricole. Et on l'a vu, l'ancien ministre Stéphane Le Foll a dit tout à l'heure, le sol est la clé de voûte de notre adaptation au changement climatique. Et le sol, ce sont bien les agriculteurs qui le travaillent. Et les agriculteurs le travaillent bien, a priori, s'ils sont correctement rémunérés ou s'ils ont de l'argent pour changer leurs itinéraires, leurs ateliers, etc. Et vous les aidez à ça, vous les aidez à financer
ce changement. Exactement. Donc moi je suis, pour ma petite histoire, petit-fils de vigneron. J'ai grandi avec cette sensibilité, cette admiration pour le monde agricole. Et après une première vie professionnelle dans l'univers des médias, j'ai tout abandonné en 2014 pour créer Mimosa en 2015, en identifiant à la fois une triple transition du secteur agricole. On parle beaucoup de la transition écologique, mais il y a aussi une transition sociale qui est importante. On rappelle aussi qu'on a 50% des agriculteurs qui partent à la retraite dans les 5 à 10 prochaines années. Et il y a aussi une transition économique pour rendre les exploitations beaucoup plus diversifiées et résilientes. On parle du carbone, bien évidemment, de la biodiversité, des énergies vertes, du tourisme à la ferme, etc. etc. Et donc j'identifiais cette triple transition et j'identifiais aussi une vraie opportunité de marché sur le sujet du financement, puisque le crédit aux agriculteurs date d'il y a 150 ans, exception faite de l'arrivée de la politique agricole commune à la moitié du XXe siècle. Il n'y a pas eu de vraie évolution sur le sujet. Et donc je ressentais aussi que le sujet du financement devait évoluer en s'appuyant notamment sur l'épargne populaire, donc les citoyens. On a tous de l'argent, en tout cas une partie des Français ont aujourd'hui de l'épargne dormante qui ne sert pas toujours à des nobles causes. Notre enjeu à travers la marketplace Mimosa, c'est aussi de mettre en relation ce désir de sens, d'impact et de rendement des citoyens français, mais aussi des institutionnels de plus en plus, puisqu'on vient de lever un fonds de dette qui cible 50 millions d'euros, levé notamment en partie auprès du Fonds européen d'investissement, pour venir cofinancer aux côtés des particuliers des projets de transition agricole qui sont analysés par la plateforme avec des critères financiers et extra-financiers. Donc en crédit, on va de 15 000 à 2 millions d'euros en 5 à 10 jours. C'est ça aussi la promesse, c'est un accès simple et rapide pour le monde agricole au financement. D'accord. Oui, pardon, Philippe Zawati, vous travaillez vous aussi sur le monde agricole? Alors, oui, de façon assez différente, puisque nous, on est en gros fonds d'investissement. Alors, on travaille sur le monde agricole à travers évidemment les entreprises qui sont présentes dans le monde agricole aujourd'hui, hein, donc l'agroalimentaire, les grandes entreprises du monde agricole. Mais on est aussi présent sur beaucoup de choses en France et dans les pays émergents. Alors, on a développé depuis maintenant 6-7 ans une activité de financement de projets de restauration de terres dégradées dans les pays en développement. Maroc, Brésil et Brésil. Ça, c'est les trois derniers, c'est Maroc, Brésil et puis Indonésie, non? Philippines. Voilà. Mais on a fait beaucoup d'autres projets en Afrique, en Asie, en Colombie, au Pérou, au Bhoutan, avec l'idée que sur la planète, aujourd'hui, on dégrade 12 millions d'hectares de terre par an. C'est à peu près ce qui se passe. Et que si on veut atteindre l'objectif que s'est fixé l'ONU, qui est qu'en 2030, on soit dans une neutralité en termes de terre dégradée, c'est-à-dire qu'on arrête de dégrader de la terre nette. Et ben, pour faire ça, il faut restaurer de la terre qui est déjà dégradée, sinon ça ne marchera pas. Et donc, on développe ce type de projet en développant de l'agroforesterie, de l'agriculture durable, de la replantation sur des terres qui ont été mal utilisées. Vous prêtez de l'argent comme une banque? Oui, on prête de l'argent, mais les banques ne prêtent pas sur des durées... quand vous devez replanter, quand vous avez des plantations de cacaoyers qui sont en train de chuter en termes de productivité parce qu'elles ont été mal utilisées pendant des décennies. La seule solution que vous avez, c'est couper et replanter. Et ça veut dire que pendant plusieurs années, vous n'avez pas de revenus. Donc ça veut dire que vous avez besoin, sur des projets de ce type-là, de financement long terme. Donc nous, on fait des prêts à des coopératives ou à des ensembles de fermiers qui vont sur des durées quelquefois de 8 ans, 10 ans, 12 ans. Là où aujourd'hui le système bancaire il est câblé pour financer la prochaine récolte, éventuellement celle d'après, mais pas beaucoup plus que ça. Comment vous couvrez ce risque alors? Il y a un risque sur le long terme. Il y a beaucoup de risques, il y en a plein, parce que là on est sur en plus du financement dans des pays émergents, quelquefois dans des pays un peu complexes en termes de structures juridiques, politiques, etc. Il y a un peu de risque de change qui traîne, il y a évidemment souvent des contreparties qui sont des milliers de petits fermiers et donc qu'il faut réussir à agréger, etc. Et comment on couvre ces risques-là, en fait, en faisant de l'innovation financière. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, je trouve, dans la finance, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser l'innovation financière. Et c'est un peu ce qu'on fait tous là, ici, autour d'ici. C'est qu'on essaie d'utiliser cette innovation financière pour essayer de régler des problèmes. En l'occurrence, on travaille sur ce qu'on appelle la blended finance, comme ça qu'on dit en anglais, la finance mixte. C'est-à-dire qu'on combine de l'argent public et de l'argent privé. Donc c'est un peu ce que tu disais sur le FEI aussi, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on va aller chercher de l'argent auprès de gouvernements, auprès de grandes banques multilatérales d'investissement qui vont nous assurer une garantie, nous diminuer le risque des projets et grâce à ça, on va pouvoir aller chercher de l'argent auprès d'assureurs, de fonds de pension qui vont venir compléter ces financements. Et donc là, en combinant les deux, on arrive à se rapprocher des conditions de marché.
Donc vous tous deux, peut-être vous aussi, vous vous substituez, vous accompagnez les subventions agricoles, les systèmes traditionnels d'aide au monde agricole, ou ça a vocation peut-être à les remplacer, ou ça n'a strictement rien à voir? Je pense que on cherche justement précisément à croiser, à être à la croisée de ces chemins-là, et à remplacer. Je crois qu'il y a un des grands messages qu'on fait passer justement aux grands donneurs, aux États, etc., c'est qu'il est quelquefois plus efficace de venir en accompagnement d'un investisseur privé, en dérisquant un projet, plutôt que de faire une subvention. Donc, et c'est vrai que les grandes banques multilatérales d'investissement, Banque mondiale, etc., ont très longtemps été souvent beaucoup plus câblées pour faire du don. Parce que voilà, on donne de l'argent. Et d'ailleurs, ceux qui reçoivent souvent aussi préféraient ça en se disant j'ai du don, moi c'est ça. Alors que là, nous, ce qu'on essaie de créer, c'est un modèle hybride dans lequel ces grands donneurs, enfin ces grands investisseurs publics ne donnent pas, mais fabriquent ce qu'on appelle de l'effet de levier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils mettent 1 euro, eh bien, ils vont essayer d'en créer 10 en investissement en faisant effet de levier sur l'investissement privé. Voilà. Donc je pense que c'est plus efficace, je pense que c'est une combinaison qui aujourd'hui mérite d'être approfondie, quoi. Alice, oui. À la limite, c'est nous, comme on est sur le crédit, on est présent en France, en Belgique, on pourrait penser que le rôle petit à petit de Mimosa est de permettre au monde agricole de s'affranchir des banques, principalement les banques mutualistes aujourd'hui en France, qui représentent 97% Pourquoi du devrait-il financement faire ça, de l'agriculture. Non, je dis, on pourrait penser que, puisqu'on est sur un type de dette, quand les banques font historiquement de la dette aussi auprès des agriculteurs. En réalité, non, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que comme nous, on est plutôt sur des maturités allant de 2 à 7 ans, et les banques sont plutôt sur des maturités moyen-long terme. En réalité, c'est vraiment la complémentarité des financements que les agriculteurs viennent chercher. Ils viennent chercher de l'alternative, c'est vrai, sur des plus petits montants, 50, 100, 150 000 euros, où ils viennent finalement obtenir un crédit en l'espace de 2-3 jours. Donc ça, c'est un avantage compétitif qui est très fort. En 2-3 jours. C'est tout. Oui, c'est tout, à peu près. Alors, il y a le process d'analyse, bien évidemment, en amont. Mais une fois que le projet est en ligne, aujourd'hui, Mimosa, c'est 5500 projets accompagnés. On est présent donc en France et en Belgique. On accompagne tous les mois plus de 100 projets. Entre le don et le crédit pour plus de 400 demandes de financement. Donc il y a une vraie traction autour de la plateforme. Mais aujourd'hui, on voit que 90% des projets qu'on finance par la dette, notamment sur des projets supérieurs à 150 000 euros, on vient en complément de financement. Donc les agriculteurs... Pourquoi aux agriculteurs? Certes, le temps d'examen est très court, ils sont financés sur long terme. Concrètement, ça leur coûte quoi? Ça leur coûte, ça leur coûte des frais de service, comme les banques factureraient des frais de dossier ou des frais d'assurance que nous n'imposons pas, d'ailleurs. Donc c'est aussi là un point qui est intéressant. Et puis ça leur coûte un nominal qui est un tout petit peu plus cher, puisqu'on en fait aussi un produit d'épargne attractif pour le grand public ainsi que pour les institutionnels. Donc on attire la finance à nous, on recrée du lien, on fait la pédagogie autour du monde agricole. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le premier adjectif qui ressort quand on interroge nos porteurs de projets, c'est la fierté et la confiance que donne Mimosa à travers la foule pour les projets d'avenir. Donc vraiment, on rend les agriculteurs fiers de leur métier, là où historiquement ils étaient un peu plus marginalisés depuis un certain nombre d'années. Donc il existe des produits d'épargne verte qui seront destinés au financement. On a créé le premier produit d'épargne fléché vers l'agriculture. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Mimosa. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et on y a accès via notre établissement financier traditionnel. Vous n'y avez pas accès, enfin non, Mimosa, il faut se rendre sur mimosa.com, vous inscrire, vous avez tout un petit processus d'inscription et puis ensuite vous sélectionnez des projets, enfin un projet qui vous parle en fonction de territoire, de la thématique, du rendement offert. Et puis donc nous on a une équipe d'analystes en interne qui est là pour sélectionner le bon risque et le proposer à nos 400 000 membres, et c'est entre 15 et 20 000 nouveaux utilisateurs aujourd'hui par mois qui viennent sur la plateforme pour donner ou pour prêter à l'agriculture en transition. Monsieur Zawati. Taux de défaut? Taux de défaut, aujourd'hui, on est à moins de 2%. Donc c'est une très bonne question. On a accompagné 5500 projets, dont à peu près 400 lignes de crédit. Sur ces 400 lignes de crédit depuis 2018, on a un taux de défaut qui est inférieur à 2%. Par contre, on a sous surveillance à peu près 10% de nos encours sous gestion, où il peut y avoir une échéance, 2 échéances. Il faut savoir que le secteur agricole, contrairement à ce qu'on pense peut-être, est le secteur de l'économie réelle qui est le moins risqué. C'est moins de 3% de défaillance par an quand les PME françaises sont à peu près à 6%. Payent toujours leurs dettes. Donc ça nécessite en effet le principal risque autour du monde agricole, c'est le risque climatique. Il y a des aléas, il y a des épisodes de grêle, il y a des épisodes de gel, donc qui nécessitent souvent des interventions aussi d'assureurs, mais souvent aussi des aménagements de crédit, c'est-à-dire on va interrompre le crédit pour le reprendre quelques mois après, mais le risque de défaillance pure au sens liquidation judiciaire est finalement assez faible dans le secteur agricole, qui est un secteur très résilient, et on l'a vu notamment avec la crise sanitaire qu'on a traversée. L'agriculture s'en est plutôt en grande partie, l'agriculture de filière, très bien sortie, puisque a priori on n'arrêtera pas de manger.
A priori, oui, on mangera peut-être différemment, peut-être plus cher, mais on ne s'arrêtera jamais. Justement, ce risque climatique augmente. Il coûterait de plus en plus aux assureurs, d'où l'intérêt pour vous de financer le changement pour éviter demain d'avoir à indemniser. Oui, alors en fait, peut-être il faut aussi prendre la casquette investisseur d'AXA, qui est l'autre casquette quand même assez importante du groupe. Nous, ce qu'on a fait chez AXA Climate, parce qu'on n'est pas investisseur nous-mêmes, hein, on est allé voir le groupe en disant il faut qu'on investisse en agriculture durable, régénératrice, parce que c'est un vrai actif vert, au même titre que la forêt, au même titre que les énergies renouvelables, au même titre que la santé pour ce qui est la durabilité. Donc aujourd'hui, AXA n'a jamais investi dans l'agriculture véritablement. Donc on monte un fonds avec Unilever et Tikeo Capital, dédié à l'agriculture régénératrice, qui est sur un créneau un peu différent. Il ne s'agit pas d'apporter de la dette à des agriculteurs, il s'agit de venir financer les solutions qui vont permettre aux agriculteurs de faire leur transition de la manière la moins risquée possible. Et les solutions qu'il faut, c'est recréer l'écosystème d'intrants, de machines, de services et de conseils qui leur permettent de faire ces changements de pratique de manière sécurisée. Donc de baisser le risque. Parce que si vous êtes un agriculteur demain, un céréalier en Beauce, tu vas passer en cover crop, tu vas diversifier, faire de l'agroforesterie, il va vous regarder, il va vous dire... Oui, en cover crop, en conservation des sols, en couverture permanente des sols. Voilà. Il va vous dire c'est un risque. Moi, je ne sais pas ce que je vais produire. Et mon revenu, ma marge, et je n'ai pas de quoi investir parce que je n'ai pas forcément une trésorerie à 3 ans devant moi. Donc, ce qu'on lui propose dans ce cadre-là, du fonds, c'est de pouvoir agir auprès d'acteurs de solutions, de fournisseurs de solutions. Je vous donne un exemple sur le biocontrôle, par exemple, donc ce qui remplace des pesticides traditionnels, pour venir passer à l'échelle ces solutions et faire en sorte qu'elles soient accessibles aux agriculteurs et utilisées. Si on prend le cas des biofertilisants, qui sont des alternatives aux engrais fossilisés, c'est bon pour les agriculteurs aussi parce que les engrais sont extrêmement chers récemment à cause de la crise effectivement autour du gaz russe notamment qui augmente beaucoup les prix. Ce qui fait que pour les agriculteurs, il y a une opportunité d'acheter ce genre de produits. C'est bon pour l'environnement, c'est meilleur pour l'environnement. Il faut faire attention à ces produits, à l'impact qu'ils ont, mais c'est meilleur pour l'environnement. Et à la fin, c'est aussi pas mal pour le consommateur. Donc c'est plutôt avec cet angle-là, un fonds d'investissement qui va investir dans des entreprises qui sont des actrices de la transition parce qu'elles fournissent l'écosystème de services et de solutions nécessaires aux agriculteurs. Ça, c'est l'engagement pris par AXA avec la casquette investisseur. 300 millions d'euros, non, c'est ça, 300 millions d'euros avec Unilever. Voilà, chaque chaque fondateur met 100 millions sur la table et après, c'est un fonds qui est ouvert et qui a vocation à avoir une taille de 1 milliard. D'accord, vous êtes dedans, vous? Non, on est alors un peu concurrent peut-être sur ce coup-là. C'est bien ça, puisqu'on a nous-mêmes notre fonds de private equity qui investit, alors qui a une thèse d'investissement un peu plus large, puisque c'est transformation environnementale au sens plus large, c'est-à-dire que ça inclut évidemment les questions agricoles, mais aussi des questions d'innovation technologique dans l'industrie, d'économie circulaire, etc. Mais par exemple, on est en train d'intervenir dans des boîtes qui font de l'agrovoltaïsme, par exemple, mais avec une vision d'amélioration de la qualité de la production, dans des boîtes qui font des robots agricoles qui vont venir apporter effectivement de la technologie aussi. Donc voilà, là aussi, je pense qu'il y a de quoi faire dans ce domaine-là. Parce qu'il y a de quoi faire parce qu'il y a beaucoup d'innovation aussi. Enfin, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive là, ici, à un moment où précisément les investisseurs ont un rôle à jouer parce qu'il y a un énorme besoin de financement, parce qu'il y a beaucoup d'innovation sur le marché. L'agrivoltaïsme qu'a lancé Total hier, le 1er juin, il y a une conférence de presse. Ils ont dit qu'ils allaient se lancer à fond dans l'agrivoltaïsme tout en faisant attention à ce que les terres restent des terres de production alimentaire. Mais ça, c'est intéressant. Comment on finance ça? On met de l'agrivoltaïsme, on met des panneaux qui vont protéger les récoltes de l'ardeur du soleil. En même temps, il y a un risque de baisse du rendement et un risque de baisse de l'activité microbienne des sols. Peut-être, on en est au tout début. Alors nous, c'est ce qui nous a intéressé en l'occurrence. Bon, je veux dire 2 mots d'Ombrea, qui est une boîte qui d'ailleurs qui est pas très loin d'ici, qui est autour d'Aix-en-Provence, dans laquelle on est entré. Ce qui nous a intéressé dans Ombrea, c'est précisément que eux, ils viennent de l'agriculture, en fait, de l'agronomie. Et ça, c'est assez nouveau. C'est-à-dire que le gros des acteurs de l'agrovoltaïsme, l'essentiel des acteurs de l'agrovoltaïsme qu'on connaissait jusqu'à présent, c'est Sonagri, en gros. C'était des énergéticiens, des gens qui étaient dans les énergies solaires et qui avaient besoin de placer leurs panneaux quelque part et qui donc du coup sont allés vers l'agrivoltaïsme en convainquant des agriculteurs de placer leurs panneaux chez eux. Ça, c'était une première démarche. Et là, Ombrea arrive avec une démarche complètement inverse en disant, nous, on est des agronomes, on essaie d'étudier comment est-ce que placer un panneau solaire au-dessus de certaines productions va permettre de les améliorer. Donc ils ont fait des tests sur le gel, sur des choses de ce type-là. Donc c'est ça qui nous a paru assez intéressant. Donc c'est combinaison d'expertise.
Ces projets que vous financez, les gens qui en sont bénéficiaires, ils ont une obligation de résultat, une obligation de moyens. Vous vérifiez qu'effectivement ce qui a été financé correspond à la demande. Vous allez vérifier la qualité des sols, vous allez vérifier la couverture des sols, vous allez vérifier le changement réel où on est, comme pour la charte bio, comme beaucoup, juste sur une obligation de moyens. Chez nous, on a pris le parti dans un premier temps, parce qu'il faut être assez humble par rapport à ce sujet-là. On voit qu'aujourd'hui, enfin ces derniers jours, il y a eu beaucoup de débats sur la mesure notamment. On a développé en interne, en s'appuyant bien évidemment à la fois sur des fonds d'investissement, mais aussi des technos. On a fait un gros travail un peu de R&D pendant 6 mois pour développer une matrice impact justement, de critères extra-financiers sur les 3 piliers que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'économie, la société au sens social vraiment de l'agriculture et le rôle environnemental de l'agriculture, qui je rappelle en tant qu'agriculteurs sont vraiment nos premiers soldats du climat, hein, si j'ose dire. Donc avec 48 items pour être précis, qui sont plutôt des items qui sont challengés par nos analystes, qui sont pour la plupart d'ailleurs qui viennent de la finance et qui sont fils ou filles d'agriculteurs, pour challenger les agriculteurs justement sur chacun de ces items-là pour arriver sur quelque chose d'un peu plus rationnel, qui est plutôt un scoring. C'est-à-dire qu'en deçà d'un certain score, on refuse le projet en dépit de sa qualité financière, de sa viabilité, etc. etc. Et donc il y a des cahiers des charges à minima que les agriculteurs doivent respecter ou en voie de l'obtenir, notamment la certification HVE, haute valeur environnementale, pour rentrer dans la tuyauterie un peu des projets acceptables par l'entreprise. Pour aller plus loin désormais dans la mesure, on s'est associé à Carbone 4 justement, avec qui on a développé une méthodologie de mesure, Jean Covici, de mesure du carbone justement du portefeuille de projets que nous accompagnons encore une fois par la dette. Vous ramenez tout au carbone ou vous avez d'autres? Non, mais aujourd'hui, en 2022, pour le moment, on est plutôt sur une analyse carbone. Et à partir de 2023, on va rajouter une brique biodiversité et on l'espère aussi santé des sols. L'objectif étant de faire de la pédagogie aussi autour du triple capital de l'agriculture pour pourquoi pas à terme, si la finance s'adapte aussi à cela, arriver vers plutôt une politique de taux variable en fonction des démarches de progrès entreprises par le monde agricole puisqu'il le mérite. Donc une forme peut-être de cashback, de bonification taux comme on le voit dans les obligations vertes, mais adaptée au monde agricole. C'est ça la vision un peu impact de Mimosa à travers l'accompagnement des projets avec donc de plus en plus de mesures, bien évidemment, mais comme c'était un marché, la mesure qui n'était pas complètement mature encore, on rentre humblement par l'angle du carbone qui est déjà bien développé. Alice Legré de la Salle, et si malgré tout l'agriculteur qui est en transition, que vous avez soutenu, il vous dit So the farmer in transition whom you supported, he'll say, well, here I have a lot of parasites, my yield has gone down, I've become more fragile because of frost, because of hailstones. So do you give him a bonus to tell him that he's made a mistake? Well, the projects we have, that's 1/4 of the fund, and this fund is not closed. So we'll have to imagine how we'll work. But we're thinking about measuring the impacts. There has to be an investment line. There has to be a cost associated. We have to invest there because that costs money. Measuring soils, it costs a few euros per hectare per year. So we're going to invest there. And secondly, when we'll be farmers in a project pool, and there's a climate problem, because we have to keep producing, we shouldn't have an imposed list of specifications, but an agronomic board, which is independent, should meet. It should be part of the program, competent third parties, and the farmers should follow that board. And there has to be an associated training. If it's followed the advices, and there can always be hazards, as there are always in farming. There will be impact results that will be lower than what is expected, and that's part of the risk. Our objective when we'll take a project is to de-risk it as much as possible. We have to de-risk on the training, supporting farmers, climate hazards against frost, drought, etc. And there are always residual risks, which is part of this whole game. And with all these projects that I like in terms of complexity, it's anti-complex. Well, yes and no. You have the climate derivatives. Well, the principle is that I cover you farmers against drought. I will measure the quantity of water in the soils via satellite. I will consider that there's a threshold. We'll agree on the threshold, and there'll be drought from one moment. And when this threshold is reached, I will pay you. I will not send any experts on the spot. It is automatic. It's done immediately. There's no file for the farmer in case something happens to him. No. We do that for large pools
schools, in European cooperatives, and elsewhere in the world. We do it in large public-private pools, insurance in India, in Pakistan, in Vietnam, and this is done Principalement, on n'est pas dans l'assurance de Crédit Agricole, Groupama, individuel, etc., récolte. On n'a pas vocation à y aller. Donc ça se développe gentiment, dans le sens où vous avez ensuite des alternatives très subventionnées. Il faut savoir que l'assurance en France, elle est subventionnée à plus de 60%. Donc évidemment, quand vous avez un produit qui n'est pas du tout subventionné, ça pose la question du prix pour l'agriculteur final. En revanche, on travaille beaucoup avec des coopératives, plutôt dans une démarche de faire de l'assurance un incentive à la transition et au changement de pratique. Je vous donne un exemple tout simple. On veut faire en France du soja non importé du Brésil, non déforestant, non OGM. Or, faire du soja par rapport à du maïs sur des mêmes terres qui doivent être irriguées, le maïs c'est 3 fois plus rémunéré pour l'agriculteur, donc il ne le fait pas. Une coopérative peut dire je vais payer plus cher ton soja, mais en plus, parce que tu as un risque au moment de l'implantation du soja de sécheresse, je vais te couvrir dans le prix d'achat, je mets une garantie sur l'émergence de ton soja. Et donc s'il y a une sécheresse, tu seras aussi remboursé immédiatement, notamment en semences, pour pouvoir semer très vite autre chose. Et c'est donc un produit tu auras envie de idéal. faire du soja. C'est un produit idéal. C'est un produit parmi d'autres pour changer les pratiques. Mais on n'est pas tellement sur l'assurance récolte climatique que le grand public connaît. Non, je vous parle de ça parce que je me souviens d'un débat que j'avais animé en présence de Stéphane Le Foll alors qu'il était ministre. Il déplorait le fait que les agriculteurs n'aillent pas plus sur ce genre de produits. Il faudrait qu'il les subventionne, à mon avis. En même temps, il n'est plus là, donc c'est un autre ministre. Monsieur Zawati, la transition, vous l'avez abordé, la transition écologique, énergétique, etc. du monde agricole. Donc c'est aussi la technologie. C'est aussi, vous financez par exemple, voilà, vous l'avez dit, de la robotique, vous financez du drone, vous financez ce genre de choses. Oui, potentiellement, oui. Et les NBT, les nouveaux OGM, en termes de recherche ou d'usage? Pour l'instant, non. Pour l'instant, mais vous vous interdisez rien. Nous, de toute façon, nous, on ne s'interdit rien. Notre philosophie, c'est pas de faire de l'exclusion, c'est pas d'avoir des listes de ce que je ne fais pas. Nous, on a plutôt une approche inclusive dans nos portefeuilles. C'est-à-dire qu'on part d'une idée, c'est quels sont les enjeux, quels sont les problèmes auxquels on fait face. Et on essaye d'analyser ces enjeux de façon assez précise. Et puis ensuite, on se dit quelles sont les solutions face à ces enjeux. Et on essaye d'identifier les solutions qui ne, comme dit la Commission européenne, qui ne do not significantly harm, c'est-à-dire qui ne vont pas, par leurs solutions, poser d'autres problèmes. C'est-à-dire se faire souffrir. On peut en être sûr de ça. Ça s'analyse. Vous regardez un sujet, par exemple, une solution qui va être favorable au climat, si elle est défavorable à la biodiversité, vous ne faites pas. Vous n'allez pas faire ça simplement prendre à Paul pour donner à Jean, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, faut-il que les gens qui discutent énergie discutent avec les gens qui s'occupent de biodiversité. Ça veut dire d'avoir une vision assez transversale, assez holistique des approches et des analyses. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire quand on a une 16-17 personnes qui travaillent exclusivement là-dessus, sur l'analyse des impacts environnementaux et sociaux. Et évidemment, on regarde les sujets climat, qui commencent à être assez bien cadrés, assez bien vus, assez bien compris, encore que. Il y a encore des choses qui sont pas forcément extrêmement pertinentes. Mais on regarde aussi les questions de biodiversité. Quel est l'impact d'un projet ou d'une entreprise sur la biodiversité? On a travaillé, donc mentionné Carbone 4, mais on a nous, travaillé avec un des concurrents de Carbone 4 qui s'appelle Iceberg Data Lab, qui a lancé l'année dernière donc une nouvelle base de données sur la mesure de l'impact des entreprises sur la biodiversité, en essayant avec l'objectif de calculer un indicateur unique qui pourrait être l'équivalent de ce qu'on connaît aujourd'hui sur le climat, qui est la tonne d'équivalent carbone. Donc qu'est-ce que c'est que l'équivalent de la tonne de CO2 pour la biodiversité? Ça n'existe pas. Alors ça n'existe pas. Vu la complexité du vivant. Ça n'existe pas, oui et non. En l'occurrence, il y a des gens qui se grattent la tête et qui se font des nœuds de cerveau pour essayer de trouver. Ça fait longtemps qu'ils se grattent la tête, ils n'ont toujours pas trouvé. Si, vous avez des méthodologies aujourd'hui. CDC Biodiversité a travaillé sur ce qu'on appelle un Global Biodiversity Score. Et puis il y a un indicateur qui s'appelle le kilomètre carré MSA. Alors je sais pas, voilà, qui en gros dit, en gros, c'est quoi 1 kilomètre carré de nature? Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, 1 kilomètre carré d'Amazonie, c'est pas la même chose qu'un kilomètre carré de Sahel ou de Marais Poitevin. Et donc, vous mesurez une espèce de standard de qu'est-ce que ça veut dire 1 kilomètre carré de nature. Et ensuite, vous regardez l'impact de l'entreprise sur l'ensemble des données de la nature et vous dites, voilà, votre activité industrielle ou économique, elle a
dégradé cette année 150 km² de nature. Voilà. C'est un peu comme l'empreinte écologique. C'est ça, c'est une empreinte écologique, de la même façon que l'empreinte carbone est une empreinte carbone, c'est une empreinte écologique. Et donc on commence à avoir des méthodologies là-dessus, elles sont encore évidemment très perfectibles, et surtout il n'y avait personne pour les calculer, même il y avait la méthodologie qui existait, mais il n'y avait pas de data provider, enfin, de fabricants de données qui calculaient ça. Donc aujourd'hui on commence à avoir des fabricants de données qui le font, Carbone 4 en est un, Iceberg Data Lab en est un autre, donc il commence même à y avoir de la compétition là-dessus. Et ça c'est intéressant parce que ça va nous aider à intégrer cette donnée dans la constitution de nos portefeuilles. Donc les indicateurs sont là, parce qu'il y a plein de colloques sur il faut chercher les indicateurs, il faut en créer de nouveaux. En fait, ils sont là, il suffit de les agréger, c'est ça, de les pondérer entre eux, ou il faut encore chercher pour trouver des indicateurs pour arriver à cet idéal du CO2, de l'équivalent du CO2 pour la biodiversité. Je vais peut-être juste rajouter un point là-dessus. Je pense qu'agréger des indicateurs en faisant du gloubi-boulga d'indicateurs, c'est jamais très bon. Je pense que... les pondérer entre alors, il y a de la méthodo pour essayer de trouver des choses qui sont pertinentes, mais quand même, au bout du bout, je crois que on va avoir une combinaison entre de la data avec de l'intelligence artificielle, avec de la technologie, et de l'analyse humaine, quoi. Je veux dire, au bout du bout, à la fin, on a en face de nous un agriculteur ou un projet ou une entreprise, et ça s'analyse par une opinion qu'on a finalement. Hein. Et nous, nos analystes, à la fin, au bout du bout, ils donnent une opinion. C'est quoi donc ce vous qu'ils pensent de l'entreprise ou du projet. Voilà. D'accord. Ce ne sera pas que de l'intelligence artificielle. Je pense que ça aide, mais ça ne peut pas être que de l'intelligence. Enfin, je ne crois pas qu'aujourd'hui, ça ne puisse être que de l'intelligence artificielle. Florian Breton. Je partage tout à fait les propos de Philippe, mais aussi ce que je pense et ce que je remarque aussi dans notre analyse à l'échelle de tous les projets aussi qu'on accompagne, c'est qu'il faut les déployer, quoi. Il faut les faire connaître pour faire prendre conscience à la fois au monde de l'investissement, mais aussi des citoyens, la valeur de l'agriculture et toutes ses externalités positives. L'agriculture, ce n'est pas que l'alimentation, c'est 11 des 17 objectifs du développement durable. L'agriculture est au cœur, on l'a rappelé ici à travers les sols, mais est au cœur de tous les grands défis auxquels fait face aujourd'hui l'humanité. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire humblement, c'est d'être aussi un laboratoire pour essayer d'entraîner aussi les banques demain à nous suivre en intégrant ces critères extra-financiers aussi dans leur analyse, nous en les faisant connaître, eux en les déployant, parce qu'il est évident aujourd'hui qu'un risque n'est pas le même en fonction de la qualité des sols, tout simplement. Avec des sols qui ont subi de l'érosion, dès lors qu'il y a de la pluie, forcément ça massacre les cultures. Or aujourd'hui, en réalité, un taux c'est un taux. L'agriculteur va emprunter un et demi, point barre, sur 25 ans ou 20 ans, mais il n'y a pas d'intégration justement de ces critères extra-financiers. Donc il y a l'importance de la méthodo, des technos, mais il y a aussi l'importance de la mise à l'échelle de tout cela pour accompagner le monde agricole dans sa transition, justement avec des systèmes de bonification de taux, voire de subventions au-delà de cela, pour accompagner par le crédit carbone, mais pas que, justement, la transition du secteur. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? Oui. Bonjour, Kevin de Change Now. J'ai une question pour vous sur la manière de financer des sujets qui sont plus durs à financer, l'allocation du capital. Par exemple, quand on regarde la micro-mobilité électrique qui prend, je pense, qui a reçu les 24 derniers mois près de 3 milliards de financement et qui ne contribue qu'à 0,2 gigatonnes de réduction de CO2 par an, versus la restauration des écosystèmes qui, par exemple, contribue à plus de 3 milliards de gigatonnes, 3 gigatonnes de CO2 par an et qui a reçu seulement 0,2 milliards de financement l'an dernier. Comment est-ce que, selon vous, on peut faire en sorte de réallouer les capitaux vers des sujets qui sont plus durs à financer? Et il y a aussi le sujet du social, par exemple. On sait que la transition environnementale, elle impacte en priorité aussi les personnes qui sont exclues et qui sont en situation de fragilité. Je crois qu'il y a à peu près 60 milliards de social bonds en Europe versus 1,1 trillion en Europe sur les green bonds. Comment est-ce qu'on fait, selon vous, pour financer les sujets qui sont moins évidents à financer, avec des modèles économiques qui sont plus durs à trouver, l'économie circulaire, la réduction carbone, on connaît les modèles économiques, mais voilà, le social, la restauration des écosystèmes, comment est-ce qu'on fait? Voilà, vous avez 4 heures. Non, alors, je rebondis juste, un débat auquel j'ai participé, où des agriculteurs se plaignaient d'avoir du mal à financer leur activité, alors que des start-upers qui faisaient de la pousse de fraises dans des containers à Paris ont pu lever des centaines de milliers d'euros pour se planter 6 mois après. Voilà. Monsieur Zawati. Oui, non, mais bon, là, on atteint des problématiques assez vastes. Le système financier, aujourd'hui,
il n'a pas changé en fait. La problématique, si vous voulez, c'est que nous, tout ce qu'on fait là, c'est à la marge c'est d'une certaine façon à la marge du système financier. C'est-à-dire qu'on vient rajouter des petites briques sur un espèce de gros machin qui, lui, n'a pas bougé. Et donc le système financier, aujourd'hui, il est toujours extrêmement court-termiste. Et donc il va vers ce qui est facile, pas cher et qui peut rapporter gros. Ça ne change pas donc. Ça n'a pas changé, très peu changé. Et le développement de la finance verte, la finance durable, est venu se greffer en essayant de trouver des moyens de se connecter par rapport à ça. Il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres. Effectivement, par exemple, on en parlait sur la tech aujourd'hui, sur l'agrotech. Il y a tellement d'innovations, tellement de choses, d'opportunités, qu'on arrive à faire des choses qui sont bien, et en même temps qui sont très rentables. Et donc, on arrive à attirer de l'argent sur ce type de choses-là. Mais j'en parlais tout à l'heure sur les marchés émergents. Pour aller investir sur une coopérative et financer 3000 fermiers au Pérou, vous ne trouvez personne. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu inventer ces questions de blended finance pour essayer d'arriver à financer ce genre de choses-là. Mais même de façon plus générale, vous avez raison, typiquement sur les énergies renouvelables, si on va un tout petit peu au-delà de l'agriculture. Aujourd'hui, vous avez tous les grands fonds de pension européens, américains, qui ont décidé d'avoir une part verte de plus en plus importante et qui ont décidé d'investir une partie significative de leurs actifs sur des énergies renouvelables. Sauf que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la technologie mature en Europe continentale. C'est ça ce qu'ils veulent, avant tout. Et donc, réussir à se dire non, je veux essayer de disrupter ça et d'aller chercher autre chose, c'est ce qu'on vient de faire. On va nous, se lancer dans le financement de solaire en Afrique, par exemple, mais il faut vraiment avoir envie de le faire. C'est-à-dire qu'il y a une question d'intention extrêmement forte. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le système n'a pas changé, et donc je ne veux pas être pessimiste sur ça. Ça veut pas dire que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire, c'est ce qui devient inévitable, parce que la transformation de l'économie est inévitable, et donc on arrive à accompagner ça. Mais je ne crois pas de toute façon, moi, que la finance puisse changer le monde tout seul. Ça, je pense que ceux qui disent ça et prétendent ça se leurrent. La finance durable a toujours été un élément d'accélération, à condition que d'autres éléments, la société civile, la réglementation, donc le politique. Et puis voilà, donc c'est essentiellement ça. Enfin, société civile, c'est nous acheteurs, tout simplement, nous consommateurs. Ça peut être acheteurs, ONG, étudiants. Vous savez, regardez ce qui s'est passé sur les pétroliers. Il y a les investisseurs qui commencent à avoir un petit peu de pression sur les pétroliers. Mais ça a commencé par quoi? Ça a commencé par 350.org, 350.org aux États-Unis, sur les campus américains. Et le point de départ, il est quand même là. Et c'est ça qui fait. Et donc il y a une conjonction à un moment donné, une coordination entre de la société civile, du mouvement social, de la régulation, de la politique. Et à ce moment-là, la finance, comme elle est dans le système, elle a un pouvoir extraordinaire qui est de faire accélérer les choses et d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il reste 3 minutes. Alice Legris de la salle et ensuite une question. Je voulais répondre. Je pense qu'il y a plusieurs choses déjà. Alors on peut dire que c'est à la marge, effectivement. Il faut aussi des véhicules de financement qui soient long terme. Donc après, le mieux, c'est un fonds qui s'arrête pas. Mais des fonds de 15, nous, le fonds qu'on lance, c'est 15 ans, plus 1, plus 1. Donc c'est déjà long pour accompagner une transition. Deuxièmement, c'est écosystémique, ces financements. C'est pas que les financiers privés. Nous, on s'est associé à Unilever parce que c'est un acheteur de matières premières. Donc ceux qui vont aussi financer la transition, c'est certes un investisseur privé, du public et un acheteur. Parce que quand on va aller regarder des projets transformatifs, par exemple en Inde, on va dire, voilà, il y a de l'irrigation goutte à goutte parce qu'il y a un vrai sujet d'eau en Inde, mais il faut aussi faire de l'agroforesterie sur des coopératives qui n'en faisaient pas du tout. Il faut un acheteur en fait pour les matières premières. Et un agriculteur, il n'ira pas changer ses pratiques s'il n'a pas d'acheteur derrière. Et un investisseur, il n'ira pas investir dans un projet s'il n'y a pas un tout petit peu d'off-take derrière qui est sécurisé. Donc il faut qu'il y ait tout le monde qui prenne sa part, y compris les acheteurs agroalimentaires qui ont un gros rôle à jouer. Monsieur. Ouais, très rapidement, mais en fait ça pourrait être un autre sujet de dissertation. On a beaucoup parlé de financer le vert, et super, bravo pour tout ce que vous faites. Mais moi je me pose la question de aussi désinvestir dans le brun, et la question des stranded assets, des actifs échoués, dont parle souvent Gaël Giraud, l'ancien chef économiste de l'AFD. Alors moi j'ai aucune religion là-dessus, mais est-ce que vous, en quelques secondes ou minutes, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus, et je précise, parce qu'on parle beaucoup de ça dans les hydrocarbures, mais est-ce que dans les sujets qui nous animent aujourd'hui, là, la transition agroécologique, l'agro, les intrants, la chimie, etc., est-ce que là il y a des trucs à désinvestir? Est-ce que vous avez une liste d'exclusions pour faire court?
La taxonomie. Moi, juste peut-être Rapidement. Hein. Non, juste en une phrase, je pense qu'il va y avoir aussi des stranded assets dans l'agriculture. J'en suis convaincu. Il y aura des choses qui serviront plus à rien, qu'il faudra arrêter, oui. Monsieur Breton. Non, je disais, souvent on essaie de s'appuyer dans les critères financiers aussi sur la taxonomie, sur les textes qui ont été publiés par l'Union européenne et par les spécialistes. Donc nous, on est plutôt dans le vert, donc j'ai pas forcément d'opinion à partager sur ce sujet-là, mais nous concernant, en tout cas dans le financement vert, on a aussi des listes d'exclusion à travers des codes NAS, on a des engagements aussi vis-à-vis de certains investisseurs, notamment le Fonds européen d'investissement, justement pour exclure tout ce qui est nuisible et considéré comme nuisible à travers la taxonomie pour l'avenir. Vous parlez de la société civile, nous, clients des banques, il y a une directive européenne, la directive MIF, je crois, d'information de chaque épargnant par un conseiller qui est, alors je ne savais pas, qui est censé demander à chaque client quelles sont leurs préférences en matière sociale et environnementale. Moi, personnellement, on ne m'a jamais demandé. Ça commence, c'est mis en application au 1er juillet. Ah bah voilà. Donc à partir du 1er juillet, si vous allez dans votre banque et qu'on ne vous pose pas la question, vous avez le droit de gueuler. Hein. D'accord. Et nous, ça y est, depuis 2019. Quand vous inscrivez chez nous, vous avez tout un petit parcours qui justement vous pose ce genre de questions justement, pour partager avec vous, vous orienter dans vos investissements et vous conseiller. Merci messieurs, merci madame pour ce débat finance. Merci à tous.